vous restez quand même un petit peu surveillé, c'est-à-dire... Erev Tov, bonsoir à tous. On se retrouve avec M. Gurfinkel pour continuer à découvrir, à parler du conflit israélo-palestinien ou du conflit judéo-arabe. Je laisse la parole à M. Gurfinkel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous allons aborder ce soir un nouvel aspect, une nouvelle dimension du conflit. Ce qui est tout à fait caractéristique de ce conflit, c'est qu'il ne se déroule pas seulement entre les Israéliens et les Palestiniens, les Israéliens et les Arabes, entre les Israéliens et le monde islamique. Il y a également de grandes puissances extérieures au Moyen-Orient qui sont intervenues et qui interviennent encore dans ce conflit, et l'on ne peut tout à fait mesurer ce conflit, comprendre pourquoi il est né, pourquoi il a duré, pourquoi il dure encore, en faisant l'impasse sur ces interventions. Alors, nous comprenons que, bien entendu, il y a toujours eu, à toutes les époques, des niveaux de puissance différents et simultanés. Il y a toujours eu, dans n'importe quelle région du monde, des grandes puissances et de petites puissances. Souvent, les petites puissances étaient de manière officielle assujetties, vassalisées par les grandes puissances. Dans d'autres cas, les grandes puissances n'entretenaient pas de lien formel avec les petites puissances, mais du seul fait de leur poids beaucoup plus considérable, de leurs moyens beaucoup plus considérables, les grandes puissances fatalement intervenaient dans les affaires des petites puissances, ou du moins les petites puissances étaient contraintes dans leurs relations entre elles et par rapport à leur propre survie, de tenir compte de la présence immédiate ou médiate, proche ou lointaine, de ces très grandes puissances. Je donne un exemple emprunté à l'histoire de la région. Nous savons tous que il y a eu à l'époque biblique ou à l'époque pré-biblique une situation où il y avait à la fois de grands empires, par exemple l'empire égyptien, l'empire hittite, l'empire assyrien, l'empire babylonien, ensuite l'empire perse et finalement l'empire romain, mais en même temps il y avait coexistence avec ces empires de plus petites puissances. Ça a été le cas des royaumes hébreux, c'était le cas des cités-États cananéens avant l'arrivée des Juifs, c'était des Hébreux, ça a été le cas des 5 cités philistines, ça a été le cas d'un certain nombre d'autres puissances et États que la Bible ou bien que d'autres sources historiques relatent, dont beaucoup d'autres sources historiques relatent l'existence et les péripéties. Ce qui est important dans la période qui nous concerne directement, c'est-à-dire en gros la période qui commence au XIXe siècle et qui s'étend jusqu'à nos jours, jusqu'au XXIe siècle, c'est que le Moyen-Orient est globalement une zone que l'on peut considérer comme une zone de petite puissance. C'est une zone sous-développée, c'est une zone de développement relativement inférieure par rapport à d'autres zones du monde. Au XIXe siècle, le Moyen-Orient, qui est globalement une région islamique, se trouve en situation de décalage civilisationnel, technologique et par voie de conséquence économique, militaire, démographique considérable par rapport à l'Occident, à l'Europe et aux autres pays occidentaux qui sont de tradition et de religion chrétienne. Cette situation a duré jusqu'à aujourd'hui. Elle dure encore aujourd'hui. Même si
un certain nombre de pays de la région se sont développés, sont devenus beaucoup plus puissantes, beaucoup plus, comment dire, concurrentielles sur le plan international en termes civilisationnels, en termes technologiques, en termes économiques, en termes militaires. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui encore, les pays du Moyen-Orient, pris chacun individuellement, ne pèsent pas lourd face à une puissance plus grande quand des puissances plus grandes décident d'intervenir. Nous avons vu juste pratiquement sous nos yeux comment la situation globale du Moyen-Orient a été modifiée il y a quelques mois, quelques semaines, par le fait qu'une grande puissance mondiale, en l'occurrence la Russie, a décidé d'intervenir. Nous avons vu que immédiatement le rapport des forces dans la région a été modifié et nous avons vu surtout qu'aucune puissance régionale n'a été en mesure d'interdire aux Russes d'intervenir. Les seules puissances qui auraient pu interdire aux Russes d'intervenir dans la région, c'est les États-Unis d'abord, éventuellement les pays européens, les autres pays occidentaux, mais comme ceux-ci n'ont pas intervenu pour empêcher l'intervention russe, eh bien l'intervention russe a donné en quelque sorte tout l'effet qu'elle pouvait donner. Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre, tout d'abord de relater plutôt comment un certain nombre de grandes puissances extérieures au Moyen-Orient, pour la plupart ce sont des puissances, disons, européennes, occidentales, euro-américaines, comment ces puissances ont été amenés à intervenir au Moyen-Orient, quel type d'intervention ils ont pratiqué, et nous allons essayer également d'analyser les conséquences possibles de ces interventions qui se sont étagées, encore une fois, sur une période de 200 ans ou plus, sur la situation actuelle. Beaucoup d'aspects du conflit israélo-arabe ou du conflit israélo-palestinien sont directement liés au fait que de très grandes puissances sont intervenues dans ce conflit et ont exercé un certain nombre de pressions sur les belligérants dans un sens ou dans l'autre. Je vais commencer par ce que je vais appeler les puissances latines. Alors, les puissances latines, j'en mentionnerai trois. Il y en a trois qui interviennent dans la région de manière quasi permanente, à un niveau plus ou moins important. La première puissance, c'est la France, c'est de loin, la puissance la plus considérable, la puissance latine la plus considérable, et c'est l'une des puissances les plus importantes à intervenir dans la région et dans le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien. La deuxième puissance, c'est l'Italie. L'Italie est un pays qui parfois a pu se comporter quasiment en grande puissance dans la région et qui parfois a régressé au niveau d'une puissance secondaire, mais l'Italie a toujours été présente dans la région et continue à être présente dans la région. Et enfin, la troisième puissance que nous qualifions de latine, c'est le Vatican. Alors, nous savons ce que c'est que le Vatican, c'est un État de droit international, on le qualifie également, comme vous le savez, et plus justement de Saint-Siège, c'est l'état temporel de l'Église catholique. Cet État, il y a près de 200 ans, recouvrait le centre de l'Italie et exerçait une certaine autorité sur l'ensemble de la péninsule italienne. Aujourd'hui, cet État n'est plus réduit qu'à un infime quartier de Rome, 44 hectares pour être précis, mais
en réalité, cet État, c'est la manifestation temporelle d'une très importante religion, la religion catholique. Et le Vatican, qui dispose des attributs de la souveraineté, y compris d'un service diplomatique extrêmement important et extrêmement compétent, le Vatican est très présent dans la région et a été et continue à être très présent dans le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien ou judéo-islamique qui nous préoccupe. Revenons donc à la France. La France a pour elle d'abord l'antériorité. Cette antériorité, elle remonte aux croisades. Les croisades ont été un phénomène pan-européen. Tous les pays chrétiens d'Europe ont participé à ces interventions et conquêtes dans un monde qui était à l'époque musulman, au Proche-Orient, mais aussi dans d'autres régions, comme par exemple la péninsule ibérique. Mais au Proche-Orient, c'est essentiellement la France qui intervient. C'est-à-dire que je dirais quantitativement et même qualitativement, la France est surreprésentée dans les croisades et dans les États croisés qui vont être établis à la fin du XIe siècle et qui vont survivre, comme vous le savez, jusqu'au XIIIe siècle. Il faut savoir que les États des croisés, qui s'étendent depuis le sud-est de la péninsule anatolienne actuelle jusque en gros à Eretz Israël, donc qui recouvre une partie très importante de ce que l'on appelle le Levant. Les États croisés ont pour langue, pendant toute la période des croisades, le français. La plus grande partie de leur population croisée, c'est-à-dire de souche européenne, chrétienne et de souche européenne, la plus grande partie de leur population est française ou à la rigueur vient de régions qui n'appartiennent pas formellement au Royaume de France, mais qui sont de culture et de civilisation française, comme en gros la Belgique actuelle, ou bien les domaines intermédiaires entre la France et l'Allemagne, ce que nous appellerions aujourd'hui la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, etc. Ces États croisés, intimement liés à la France, ont considérablement marqué la région, mais aussi marqué évidemment l'Europe et la France. Et il y a donc toujours eu, après la fin des croisades, après la disparition des États croisés, en France, une sorte d'intérêt, pour ne pas dire de fantasme, sur le Moyen-Orient et en particulier sur la Terre Sainte, Eretz Israël, et il y a eu toujours le projet plus ou moins concret, plus ou moins vague, de revenir dans la région et de restaurer, sinon les États croisés, du moins une présence directe de la France. À partir d'une certaine époque, en gros à partir du XVIe siècle, cet intérêt français pour la région se combine avec des relations tout à fait particulières avec l'Empire ottoman. En gros, comme vous le savez, au XVIe siècle, l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'Empire turc, qui domine les Balkans, qui domine une partie de l'Europe, qui domine l'ensemble du Moyen-Orient, qui domine l'Afrique du Nord, l'Empire ottoman a pour ennemi direct la monarchie des Habsbourg,
qu'on appellera plus tard l'Autriche. Et cette monarchie des Habsbourg se trouve avoir un autre ennemi beaucoup plus à l'ouest, qui est le royaume de France. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Le royaume de France et l'Empire ottoman, bien que séparés par des religions complètement différentes, avaient un intérêt commun qui était de tenir en échec la maison des Habsbourg, non seulement en Autriche d'ailleurs, mais également en Méditerranée occidentale, puisque la maison des Habsbourg gouverne également l'Espagne, la péninsule ibérique dans son ensemble, et même le sud de l'Italie. Cette alliance entre l'Empire ottoman et la France a eu beaucoup de conséquences. Des privilèges ont été accordés aux marchands français, aux diplomates français, aux religieux français chrétiens en Orient, dans les domaines ottomans, et bien entendu a eu pour conséquence donc d'établir une sorte de proximité française par rapport à la région. Et lorsque l'Empire ottoman décline à partir du XIXe siècle, la présence française prend de plus en plus d'importance sur tous les plans et dans tous les domaines, et fatalement les Français face à ce qui semble être le déclin inexorable de l'Empire ottoman, ne peuvent que songer à jouer à terme un rôle dans la région, un rôle de protecteur ou un rôle purement et simplement de dominateur de type colonial ou quasi-colonial. La politique française dans la région est extrêmement complexe, elle est à l'image des complexités de la société française au XIXe siècle et au XXe siècle. Par certains côtés, donc, c'est l'héritage direct des croisades et de ce qu'a été la politique de la France de l'Ancien Régime. Donc, la France cherche à défendre un certain nombre d'intérêts économiques et cherche également à défendre un certain nombre de communautés chrétiennes d'Orient dont elle a obtenu la protection. Il y a un deuxième aspect dans les politiques françaises vis-à-vis de l'Orient, c'est à partir de la fin du XIXe siècle, l'idéal révolutionnaire, c'est un idéal à la fois humaniste, philosophique, l'idée que la France des Lumières et des droits de l'homme est capable d'apporter le progrès à l'Orient. Et enfin, il y a un troisième aspect dans l'intérêt français pour l'Orient et en particulier le Proche-Orient et la Terre Sainte, c'est tout simplement un aspect nationaliste. La France, comme vous le savez, sort vaincue des grandes guerres de la Révolution et de l'Empire. Après avoir failli dominer l'Europe, finalement, elle est vaincue. Et pendant tout le XIXe siècle et encore au XXe siècle, la France vit avec une sorte de complexe de grande puissance quelque peu déchue qui cherche absolument à rétablir son ancien prestige et son ancien rôle, notamment en s'opposant à son rival le plus immédiat. Son rival aura été, pendant toute cette période, l'Angleterre, qui est d'abord un ennemi pendant la Révolution et l'Empire, qui est le vainqueur des guerres de la Révolution et de l'Empire, qui ensuite ne sera plus un ennemi au sens militaire, mais continuera à être un rival. Et quand l'Angleterre elle-même sera engagée dans un processus de déclin et perdra son empire colonial, le ressentiment
français vis-à-vis de l'Angleterre se reportera sur l'autre puissance anglo-saxonne qui, de fait, se substituera à l'Angleterre au Moyen-Orient. Alors, les interventions de la France, nous le savons, c'est d'abord Bonaparte, dont nous avons déjà parlé, le débarquement de Bonaparte à l'extrême fin du XVIIIe siècle, la conquête de l'Égypte, la tentative de conquête de la Palestine, c'est-à-dire d'Eretz Israël. Ensuite, Bonaparte regagne la France, abandonne l'Orient, mais, nous l'avons déjà dit, et il n'est pas nécessaire d'y revenir, l'impact de cette incursion française va être absolument phénoménal sur le monde proche-oriental, sur le monde islamique. Les Français vont intervenir d'une autre manière très peu de temps après. Très peu de temps après, en effet, l'Égypte se sépare de l'Empire ottoman. En droit, elle ne se sépare pas entièrement, mais politiquement tout de même, elle se sépare. Disons qu'il y a un souverain qui porte officiellement le titre de vice-roi d'Égypte, mais qui en fait va se comporter en souverain indépendant, Mehemet Ali. Ce souverain pratiquement arrache son indépendance à l'Empire ottoman, modernise l'Égypte, et dans les années 1830, l'Égypte de Mehemet Ali est sur le point, en fait, de se substituer à l'Empire ottoman et en tout cas contrôle le Proche-Orient pendant au moins une dizaine d'années. Et pendant toute cette période-là, la France est l'allié de l'Égypte. La France envoie des conseillers en Égypte, soutient le régime de Mehemet Ali. Elle a un intérêt direct dans la région et même lorsque Mehemet Ali évacuera la Palestine, évacuera Eretz Israël, il n'en reste pas moins que la France continuera à arguer de ses liens avec l'Égypte pour intervenir d'une manière ou d'une autre dans la région. La troisième intervention française se déroule au moment de la Première Guerre mondiale. En gros, il se passe la chose suivante, l'Empire ottoman, qui a beaucoup décliné et qui a le sentiment de jouer une sorte de quitte ou double pour assurer sa survie, l'Empire ottoman s'allie pendant la Première Guerre mondiale avec ce qu'on appelle les empires centraux, c'est-à-dire avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, contre la France, l'Angleterre, la Russie, et à partir de ce moment, les Français et les Anglais, les Russes sont mis un petit peu hors jeu après la révolution d'octobre en 1917. Le nouveau pouvoir communiste en Russie n'est pas intéressé par la politique nationale russe, au moins pendant sa phase initiale. Il est intéressé par sa simple survie en tant que régime communiste. Donc, pratiquement, ce sont les deux puissances alliées, France et Angleterre, qui ne peuvent pas se poser la question de ce qu'elles pourraient faire au cas où elles gagnent la guerre face à l'Empire ottoman et où elles s'emparent de la plupart des territoires ottomans, à l'exception peut-être du foyer ethnique turc en Anatolie ou dans une partie de l'Anatolie. Cet intérêt logique des belligérants français et anglais sur ce qui sera, ce que doit être l'avenir des régions ottomanes après une hypothétique victoire, cet intérêt va se concrétiser, comme vous le savez, par des accords. Ce sont des accords qui sont négociés en 1915 et 1916. Ils sont négociés par un Français qui s'appelle François-Georges Picot,
c'est un diplomate, c'est un ancien consul général de France à Beyrouth, donc un diplomate français qui s'est intéressé directement et de très près à la région et qui a été au cœur du rêve d'un retour de la France sur les traces des croisés. Et du côté anglais, il y a un personnage encore plus passionnant qui s'appelle Sir Mark Sykes. Alors lui, c'est un archéologue. C'est un homme d'une très grande culture qui connaît intimement les cultures du Moyen-Orient, qui parle le turc, parle l'arabe, parle le persan, s'intéresse à toutes les populations du Moyen-Orient. Et ces deux hommes vont négocier entre eux, ils ne sont que des exécutants, ils vont négocier une carte future d'un Orient où les Ottomans n'exerceraient plus leur autorité impériale. En gros, ils décident de créer deux zones d'influence, une zone britannique, une zone française. Dans les premiers plans, la zone britannique, en gros, part de l'Égypte, qui est sous contrôle britannique depuis le milieu du XIXe siècle, ou la fin du XIXe siècle, jusqu'au Golfe Persique, où les Britanniques étaient implantés avant même la Première Guerre mondiale. En gros, donc, les Britanniques veulent disposer d'une sorte d'arc de cercle qui recouvrirait, en termes d'aujourd'hui, l'équivalent d'Israël, de la Jordanie et de l'Irak. Les Français, de leur côté, entendent faire valoir leurs anciens droits sur les chrétiens d'Orient à partir de Beyrouth, du Liban, à partir de la Syrie actuelle, et ils songent également à s'étendre dans une partie de l'Anatolie actuelle, dans le sud ou le sud-est de la Turquie actuelle. Ces accords Sykes-Picot, on a souvent prétendu qu'ils ont fixé de manière un petit peu autoritaire le destin des peuples de la région. Je crois que c'est tout à fait exagéré. D'abord, ces accords n'étaient qu'une simple hypothèse de travail sur laquelle les Français et les Anglais ont travaillé. Et ensuite, de toute manière, à partir du moment où les Turcs se sont effondrés et où l'Empire turc s'est désintégré, il faut bien comprendre que aucune des populations qui jusque-là avaient été soumises aux Turcs n'était en mesure de se gouverner par elle-même. Donc, l'autorité des Français et des Anglais allait de soi. Nous savons que la nature a horreur du vide et que la nature géopolitique, elle aussi, a horreur du vide. Il faut d'ailleurs insister sur le fait que les Français et les Anglais n'ont pas envisagé une colonisation de la région, ils n'ont pas envisagé de prendre possession à leur seul profit des régions conquises sur les Turcs, ils ont d'emblée imaginé de créer un certain nombre de pays indépendants qui seraient certes placés sous leur tutelle, au moins pendant un certain temps, mais qui auraient tout de même une personnalité bien à eux et qui, à terme, accéderaient à une forme ou une autre d'indépendance. Ces accords débouchent sur ce que l'on appelle le régime des mandats, c'est-à-dire que, en gros, après la défaite turque, les régions conquises sur la Turquie sont organisées en États destinés à être indépendants, mais confiés à l'administration de la Société des Nations. Et cette Société des Nations redonne son mandat, en quelque sorte, à l'Angleterre ou à la France.
c'est une sorte de contrôle indirect de la région qui s'établit alors. Ce contrôle indirect, en ce qui concerne la France, s'effondre avec la défaite de 1940. Pendant 2 ans, l'État de Vichy maintient une autorité chancelante sur le mandat qu'il a obtenu en Syrie et au Liban, tandis que les Anglais vont être contraints de s'acheminer vers l'indépendance totale dès la fin de la guerre, dès 1945, tout en gardant une certaine influence plus longtemps que les Français. Cette présence des Anglais et des Français, on peut dire qu'elle va totalement s'effondrer dans les années 50. Il y a d'abord la crise de 1956. Les Français et les Anglais perdent leur dernier atout impérial dans la région, qui est le contrôle du canal de Suez. Ils parviennent à reconquérir le canal de Suez sur l'Égypte de Nasser, mais comme vous savez, sous la contrainte conjointe des États-Unis et de l'URSS, ils doivent ensuite évacuer le canal, et à partir de là, il faut dire que le retrait tant français qu'anglais est extrêmement rapide. Il y a la révolution en Irak en 1958. L'Irak est le plus important des pays indépendants placés sous le contrôle des Britanniques. À partir de ce moment, l'influence française et anglaise appartient au passé en tant qu'influence directe, en tant que présence directe d'une grande puissance qui contrôle ou arbitre les puissances locales. Mais pour en revenir à la France veut revenir dans la région d'une manière ou d'une autre. Le général de Gaulle, qui avait connu l'Orient lorsqu'il était jeune officier au début des années 20, le général de Gaulle qui avait été témoin direct des événements qui allaient conduire à l'abandon, à la perte de la Syrie et du Liban, le général de Gaulle est hanté par un rêve arabe, par l'idée de revenir dans la région arabe. Il voit le Proche-Orient comme une région arabe, de revenir dans cette région et en fait de conclure une alliance avec le monde arabe, dirigée essentiellement contre ce qui lui apparaît à lui, général de Gaulle, comme le principal danger pour la grandeur et l'indépendance de la France, c'est-à-dire la puissance américaine. L'Italie, dont nous avons dit qu'elle était elle aussi une puissance relativement importante, l'Italie était présente dans la région, je dirais presque depuis une époque aussi ancienne que la France. Non pas à travers un événement tel que les croisades, mais d'une manière tout à fait différente par l'intermédiaire de ces républiques marchandes, les plus célèbres étant la République de Venise et la République de Gênes. Ces républiques marchandes, dès le XIIe, XIIIe siècle, sont installées dans les pays d'Orient, installées soit en contrôlant des territoires, soit simplement en entretenant des communautés de commerçants accrédités auprès des puissances locales. Et une sorte de diaspora italienne extrêmement importante existe au Moyen-Orient. Numériquement, elle est plus importante que la diaspora française au Moyen-Orient pendant toute la période considérée. Les Italiens sont des catholiques. Il se trouve même que le centre de l'Église catholique, Rome, est en Italie. Par conséquent, dans la mesure où l'Église catholique est présente en Orient, à travers des privilèges concédés
par les puissances musulmanes, concédée en particulier par l'Empire ottoman entre le XVIe siècle et le début du XXe siècle. Eh bien, dans la mesure où il y a une présence catholique, cette présence catholique est française, est sous protectorat français, mais elle est aussi italienne. Il y a énormément de prêtres, de moines, de bonnes sœurs, de religieux enseignants italiens qui sont sur place. L'Italie devient une puissance réelle, un État unifié en Europe au milieu du XIXe siècle, et à partir de ce moment, elle cherche à transformer les atouts dont elle dispose en Orient en une expansion nationale dans la même région. Et de fait, au début du XXe siècle, l'Italie a multiplié ses positionnements en Orient. Elle s'est emparée d'une province turque, la Libye, en 1911. Elle va s'emparer au lendemain de la guerre de 1914-1918 d'un territoire ottoman, mais de langue et de culture grecque, le Dodécanèse, c'est-à-dire un ensemble de 12 îles situées en face des côtes turques, dont la plus importante est l'île de Rhodes. Les Italiens sont présents sous la forme de communautés extrêmement actives dans toute la région du Levant et en Égypte. Et lorsque l'Italie devient un État de type nationaliste et autoritaire, lorsque l'Italie devient fasciste sous la direction de Benito Mussolini, eh bien, la tentation de transformer l'expansion italienne en un début de nouvel empire italien ou romain dans toute la Méditerranée, cette tentation devient extrêmement forte. Et le rêve de Mussolini aura été de quelque sorte réussir à chasser les Français d'Afrique du Nord et de chasser les Anglais d'Égypte et du Levant et de les remplacer. De les remplacer en s'alliant avec les nationalismes locaux et en s'alliant avec l'islam. Nous savons que cela peut nous paraître un petit peu extravagant. Comment un pays qui, d'une certaine manière, est un pays colonisateur, il est colonisateur par exemple en Libye, comment ce pays s'imagine-t-il qu'il peut être le champion de l'islam et du nationalisme arabe, et comment surtout des Arabes et des musulmans peuvent-ils accepter cette idée? Mais là encore, la logique selon laquelle l'ennemi de mon ennemi est mon ami, cette logique joue, et de fait, l'Italie de Mussolini dispose d'une grande influence sur l'islam et sur le nationalisme arabe, et elle va intervenir de façon diverse et variée dans la région. Elle va intervenir, par exemple, auprès du moufti de Jérusalem, qu'elle va stipendier pendant un certain temps et auquel elle va faire d'importants cadeaux, comme par exemple la restauration de la mosquée El-Aqsa sur le mont du Temple à Jérusalem, qui a été largement financée par Mussolini, qui a été largement effectuée par des ingénieurs, des architectes italiens, et en utilisant des matériaux offerts par l'Italie, des marbres de très haute qualité qui sont offerts par Mussolini en 1935 au Waqf, à la fondation qui gère les lieux saints musulmans de Palestine. Lorsqu'éclate la Deuxième Guerre mondiale, les Italiens tentent d'aller plus loin. Ils tentent, comme vous le savez, de s'emparer de l'Égypte. Ils
repoussés par les Anglais, mais ils auront tenté de s'emparer de l'Égypte, et ils tentent une opération contre la Palestine, ils bombardent la Palestine, mais en Palestine, ils ne bombardent pas n'importe quelle partie de la Palestine, ils bombardent Tel Aviv, ils bombardent la Palestine juive, puisque maintenant la Palestine juive est l'ennemi de l'Allemagne nazie et du fascisme, elle est l'ennemi de l'Axe. Nous le savons que l'aventure fasciste se termine de manière extrêmement humiliante, que non seulement le régime fasciste ne remporte aucun succès militaire, mais en plus il connaît une défaite militaire, une série de défaites militaires face aux anglo-saxons, et il se désintègre dès 1943. L'Italie post-fasciste, l'Italie qui renaît dans les années, à la fin des années 40 et dans les années 50, c'est une Italie démocratique, c'est une Italie intégrée à l'Europe, alliée aux États-Unis. C'est un pays qui s'interdit désormais les rêves impériaux, mais pour autant, c'est quand même un pays qui ne renonce pas tout à fait à son influence et qui va essayer surtout de jouer la carte de la coopération économique et la carte du développement mutuel à travers le pétrole. Il y aura toute une pétropolitique italienne dans les années 50, 60, 70, et il reste encore beaucoup d'éléments de cette politique encore aujourd'hui. Dernière puissance latine, le Vatican. Alors, encore une fois, nous avons dit que le Vatican, c'est quelque chose d'assez extraordinaire sur le plan géopolitique. C'est un État virtuel. Les caractéristiques du Vatican, nous les connaissons. 44 hectares, disions-nous. Il y a 500 habitants permanents seulement dans la cité du Vatican, qui ont la particularité d'être tous nés à l'extérieur de la cité du Vatican. Il n'y a pas de naissance dans la cité du Vatican. Cette population ne se renouvelle que par immigration de l'extérieur. Il n'y a pratiquement pas d'enfants qui naît avec la citoyenneté vaticane, puisque tous les résidents du Vatican qui ne sont pas des prêtres ou des religieux catholiques conservent généralement une autre nationalité, comme par exemple la nationalité italienne. Cet étrange Vatican est une très grande puissance à travers l'Église catholique qui elle-même dispose d'un statut important dans un très grand nombre de pays au monde. Rappelons que en Europe, une bonne moitié des pays européens sont catholiques, soit que le catholicisme soit la religion nationale ou la religion de l'État, soit que même dans un contexte de laïcité, on reconnaisse à l'Église le fait de représenter la majorité de la population. Le catholicisme est également une religion très fortement implantée dans des pays qui ne sont pas à majorité catholique. Le catholicisme est implanté dans tout le monde anglo-saxon. C'est en valeur absolue la principale religion aux États-Unis. Nous savons bien sûr qu'il y a plus de protestants que de catholiques aux États-Unis, mais l'Église catholique compte plus d'adeptes aux États-Unis que chacune des églises protestantes prises séparément. Et enfin, l'Église catholique domine toute l'Amérique latine et une partie assez importante du continent africain au sud du Sahara et du Sahel.
Il y a également des pays d'Asie qui sont catholiques. Il y a un catholicisme chinois qui n'est pas négligeable, et il y a surtout un grand pays d'Asie, les Philippines, qui est totalement catholique. Donc l'Église catholique, c'est très important. Et elle dispose, à travers du Vatican, d'un outil géopolitique, puisque le Vatican, nous l'avons dit, c'est un État en droit international qui a des ambassades auprès duquel des ambassadeurs sont représentés, qui a donc un personnel diplomatique extrêmement important, qui est représenté dans les organisations internationales, un statut d'observateur, mais qui lui permet de faire l'essentiel de son travail, c'est-à-dire d'être là et d'influencer un certain nombre de décisions. Quels sont les intérêts du Vatican au Moyen-Orient, et dans quelle mesure le Vatican va-t-il intervenir dans un conflit entre Israël et ses voisins, dans un conflit entre le judaïsme et l'islam? Eh bien, tout d'abord, évidemment, le premier souci de l'Église catholique, c'est de protéger les chrétiens, les catholiques d'Orient et l'ensemble des chrétiens d'Orient. C'est un souci qui est tout à fait légitime, qui ne peut pas être discuté, mais qui peut amener le Vatican à user d'une certaine forme de realpolitik, c'est-à-dire qui peut l'amener à défendre le bon droit des chrétiens d'Orient contre le bon droit éventuel d'autres populations, à commencer par exemple, les Juifs israéliens. Deuxièmement, l'Église catholique a des intérêts concrets extrêmement importants en Terre Sainte. Il y a des lieux saints chrétiens, une partie appartiennent à l'Église catholique, et il y a aussi des propriétés foncières très importantes qui appartiennent à l'Église catholique. Vous savez ou vous ne savez pas qu'à Jérusalem, aujourd'hui, plus du tiers de la superficie de Jérusalem appartient à un certain nombre d'églises chrétiennes, et en particulier à l'Église catholique et à l'Église grecque orthodoxe. Il y a d'autres églises qui sont grands propriétaires terriens à Jérusalem. Beaucoup de ces terres sont louées à l'État d'Israël à travers des baux amphithéotiques, mais ce sont quand même des baux, et ce sont des baux qui souvent peuvent être révisés à la hausse. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la Knesset est en fait édifiée sur un territoire, un domaine foncier qui appartient à l'Église grecque orthodoxe, et que l'État d'Israël paie un loyer pour la Knesset et l'ensemble de la Kyria à l'Église grecque orthodoxe. De même, y a-t-il d'autres domaines fonciers dans Jérusalem qui appartiennent, cette fois-ci, à l'Église catholique. Et la politique du Vatican, la politique de l'Église, ça revient exactement au même, elle est tout simplement de préserver ses acquis coûte que coûte. Le raisonnement est que l'avenir est l'avenir, et que dans le présent, l'Église conserve tout ce qu'elle a et obtient en plus tout ce qu'elle peut. Je dois dire que beaucoup de chrétiens et beaucoup de catholiques sont parfois désarçonnés par le contraste entre la politique officielle de l'Église, qui, surtout depuis une cinquantaine d'années, est fortement imprégnée de notions telles que les droits de l'homme et la coexistence pacifique entre les populations les plus diverses, les cultures les plus diverses et les religions les plus diverses. Le contraste entre
ce qui est quand même l'enseignement actuel de l'Église, et d'autre part, encore une fois, la réelle politique froide et parfois très dure en faveur des intérêts historiques et des intérêts présents de l'Église, spécifiquement de l'Église catholique dans la région. L'Église catholique, en particulier, a toujours milité pour l'idée d'une internationalisation des lieux saints et par voie de conséquence a toujours lutté pour la notion d'une internationalisation de Jérusalem. Ce lobbying catholique a eu énormément d'influence lors du plan de partage de 1947 et lors de la création de ce fameux corps séparé de Jérusalem. Et lorsque aujourd'hui encore la plupart des pays occidentaux, et en particulier la France, l'Angleterre, les États-Unis, continuent à observer une différence entre Jérusalem et Israël, même l'ancien secteur ouest de Jérusalem et Israël, eh bien c'est le résultat lointain ou proche du lobbying constant mené depuis près d'un siècle par l'Église catholique, accessoirement par d'autres églises, mais c'est l'Église catholique qui avait le plus de moyens pour mener ce lobbying en faveur d'une internationalisation de la ville sainte. Je vous propose, puisque nous avons consacré 1 heure aux puissances latines, de nous retrouver la semaine prochaine pour aborder le jeu des autres grandes puissances dans la Genèse et dans la gestion du conflit israélo-palestinien, israélo-arabe ou judéo-musulman au Proche-Orient. Merci et à la semaine prochaine.